Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre émission Une forêt de notre richesse. Donc cette semaine, on termine notre 4e saison dans un beau lieu. On est devant justement l'atrium du pavillon des jardins de l'Université Laval. On est bien sûr au Salon de la forêt. Cette année, le salon, son thème pour 2020, c'est Tire-toi une bûche qu'on jase de la forêt. Donc, c'est ça. Ce qu'on va faire, on va faire un petit peu différent. On est quand même venu il y a 2 ans, je vous dirais dans le milieu de la saison 2, pour vous présenter plusieurs intervenants ici. Mais ce qu'on va faire cette année, on va vraiment vous présenter une partie de la conférence de presse, des extraits de visites qu'on a pris tout de suite après la conférence de presse et aussi quelques intervenants qu'on va rencontrer durant notre prochain 2 heures ici. Ça se déroulait le 22 février 2020 ici à l'Université Laval. Donc, on va aller vous présenter tout d'abord quelques extraits de la conférence de presse. On vous revient tout de suite après. Alors, on est dans les parties pénombre, on pourrait dire. On a deux endroits à vous parler. Tout d'abord, vous allez voir à l'écran le côté cinéma, qui est juste à côté. C'est très intéressant. Toute la fin de semaine, vous avez du visionnement cinématographique et puis des films en collaboration justement avec la faculté de cinéma de l'Université. Oui, en fait, c'est avec la bibliothèque. La bibliothèque a acquis les droits pour la faculté de cinéma. Puis on a justement accès à ces films-là grâce à eux parce qu'ils en ont besoin pour leur cours. Donc, nous autres, on est capable de les utiliser puis de les montrer au grand public, surtout qu'il y en a plusieurs que c'est des documentaires et certaines qui sont plus films hollywoodiens, donc seuls les braves. Oui, qu'on vient de voir. Là. Exactement, exactement. Oui, c'est ouvert à tous, puis c'est grâce à la bibliothèque de l'Université Laval. Puis j'aimerais que tu nous décrives ici cet endroit-là qui est un petit peu l'atelier Tire-toi une bûche, mais pour les enfants. Exact, exact. En fait, l'espace Tire-toi une bûche vient de notre thème Tire-toi une bûche qu'on jase de la forêt. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une salle où c'est qu'on a beaucoup d'ateliers qui sont plus orientés activité jeunesse, mais... On voit justement un, je ne veux pas t'interrompre, mais sur la germination, c'est ça que tu me parles? Exact. Au début de l'atelier de la germination des arbres, on a eu des semences qui nous ont été fournies par nos partenaires et avec cela, on explique les différentes étapes et qu'est-ce qu'ils sont à faire et ils peuvent partir avec les plantes qui ont décidé de commencer les premières étapes de germination. Puis on a aussi des dessins de l'autre côté avec, en tout cas, je ne sais pas si c'est mon caméraman qui a filmé, peut-être me le décrire, ouais. En fait, c'est le dessin sur les rondelles, rondelles de bois. Ah, OK. Oui, exact, c'est sur les rondelles. Alors, c'est un élément. Et on commence déjà à travailler avec le bois à cet âge. Alors, il n'y a jamais trop tôt pour commencer. Il faut le mentionner, c'est en collaboration avec l'Association forestière des Deux-Rives, l'atelier qui est ici. L'atelier qui se passe présentement, oui, c'est avec l'Association forestière des Deux-Rives.
Alors maintenant, on est dans le grand salon qui est commandité hein, par... Oui, par Chantier Chibougamau. Chantier Chibougamau, OK. Oui, Donc, il y a deux vraiment volets dans le salon. Il y a le volet informatif, mais aussi le volet vente, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont ici qui peuvent vendre des produits, là. Oui, tels que Forêt, Papille et les pots de Lulu qui sont surtout orientés dans les produits forestiers non ligneux. On a aussi des ateliers avec par exemple, l'atelier de reboisement avec la coopérative La Nord Côtière. Oui, c'est ça, vous allez le voir à l'écran, mais effectivement, c'est spécial. On offre aux gens de venir vraiment planter des arbres. Exact, exact. On a en fait un beau carré de sable où c'est qu'on peut équiper avec l'équipement d'un reboiseur et qui puisse vraiment tester avec vraiment le mouvement de pelle, les sacs, les harnais. Puis les plants, je me sens, si je me trompe pas, c'est de l'épinette. Oui, peut-être, hein, ça ressemble à ça en tout cas. Je pense que c'est pas mal de l'épinette dans ce coin-là. Vous avez aussi des partenaires qu'on a déjà fait dans la série d'émissions, la Sopfeu, la Société d'histoire forestière, le Club des Ortinonoques, c'est tous des partenaires qu'on a fait dans la série, c'est intéressant. Mais c'est nouveau, le centre de recherche sur les matériaux renouvelables, c'est intéressant ça aussi. Oui, exact. C'est une chaire de recherche à l'Université Laval qui sont situées plus exactement au pavillon Jane H. Kruger. Oui. Et que justement, c'est plus orienté génie du bois, utilisation du bois vraiment dans la lutte des changements climatiques. Ils sont vraiment orientés à ce niveau-là. Tu sais, je ne veux pas toutes les passer, les kiosques, parce que ce serait trop long, mais celui-là, il m'intrigue. Celui qui est en anglais. Oui. OK. International Forestry Student Association, dans le fond, de son acronyme IFSA, est une association d'étudiants en foresterie partout dans le monde. Puis aujourd'hui, ce qu'ils présentent, c'est le volet de l'Université Laval, qui ont divers projets, dont cette année, ils vont présenter aussi au mois d'août, ils vont faire l'IFSS, qui est le symposium aussi que des étudiants de partout dans le monde vont venir à l'Université Laval pour justement voir c'est quoi les pratiques forestières du Québec puis mieux s'éduquer à ce niveau-là. Donc ça, c'est une grosse affaire, là, parce que ce qui s'en vient, c'est vraiment, dans le fond, l'événement international, il s'en vient à l'Université Laval. Oui, exactement. Donc le symposium, ça regroupe, c'est le plus gros événement de notre association forestière IFSA. OK. Puis c'est ça, à chaque année, on regroupe tous les forestiers du monde, environ 100-120 étudiants qui vont venir de partout dans le monde, de voir nos pratiques forestières. Puis moi, j'ai eu l'opportunité d'amener cet événement-là au Québec. Puis moi, j'ai eu un appel du cœur, là, vraiment, parce que je suis vraiment fier de ce qu'on fait au Québec, avec l'aménagement écosystémique, l'harmonisation des usages. Puis c'est une occasion unique qu'on a pour la première fois dans l'histoire de l'association de montrer nos pratiques forestières en entier. Donc c'est un tour de 2 semaines. Donc on fait le tour de la foresterie. On voit autant la forêt Montmorency. À Québec, on va voir l'industrie du bois puis les édifices commerciaux. Puis on est vraiment un pilier, justement, au Québec. Donc tout ça, on a une grosse programmation sur 2 semaines. Et là, avez-vous un gros comité pour organiser tout ça? C'est une grosse ampleur? Oui, on est une quinzaine à travailler activement. Là, autant sur le financement, la programmation, et l'hébergement, le transport, la nourriture. Donc, là, c'est 120 qui vont venir de partout dans le monde, c'est ça? 120. On a 55 pays partenaires, en fait. 55 pays? Ouais. On a 55 pays qui, eux, rassemblent 130 comités différents. OK. Donc, de différentes universités, écoles. Puis on espère en avoir le plus possible pour leur montrer la richesse québécoise. Donc c'est ça, IFSA, ça regroupe 10 000 étudiants de partout dans le monde là, passionnés par la foresterie. Puis en Europe, c'est très bien connu. Là. On a des partenaires comme la FAO, puis la FAO qui sont des organisations des Nations Unies. Donc ça nous permet d'aller un peu partout dans le monde. OK. Puis là, ça fait combien de temps que vous organisez ça? Ça fait 1 an et demi. Là. Un an et demi? En 2018, j'ai eu l'opportunité, durant un symposium, d'accueillir l'événement. On s'est présenté, on s'est fait élire. Puis là, depuis ce temps-là, nous, on organise chaque étape puisqu'il faut loger, transporter, nourrir tous les étudiants. Donc, un gros côté financement. Là, Samuel me disait que ça se promène comme... C'est où les dernières années là, pour ce congrès-là? Bien, le congrès, spécifiquement, c'était au Mexique, avant de se déplacer en Estonie. Là, ça va être au Québec prochainement.
Celui d'après va se dérouler au Costa Rica. Fait que c'est vraiment, ouais, c'est ça. Des globetrotters? Je pense que justement, notamment avec le changement climatique, c'est un enjeu d'actualité de plus en plus récurrent. Ben oui. Puis en tant que futur forestier, c'est le temps d'échanger, partager connaissances, puis de rendre de plus en plus nos forêts résilientes à tous ces enjeux-là. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Ouais. On a beaucoup de beaux projets de recherche qu'on a vraiment hâte de montrer aux étudiants internationaux, en plus des pratiques forestières, de comment ça se traduit dans le monde de l'industrie. Montrer à d'autres pays comment est-ce que... Montrer aussi comment on peut être une source d'inspiration pour le monde entier de par nos pratiques forestières durables. Il y a beaucoup de gens de la forêt qui nous écoutent dans notre série d'émissions, qui nous ont suivis depuis nombre d'années. Et s'ils veulent vous rejoindre pour vous proposer soit une visite ou des choses comme ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez une adresse? Ou... Oui, moi j'ai des cartes d'affaires ici. Oui. On a un site internet aussi, ça s'appelle ifss2020.com. OK. On a une page Facebook IFSS 2020 Québec-Canada, donc par Facebook, on est très facilement communicable. Puis là, pendant les prochains mois, vous n'êtes pas parlable, vous êtes directement là-dessus. On est très parlable. L'organisation, oui. On est tout le temps parlable, on est là, on est engagé, puis on essaie d'étudier quand on a le temps. Ah, mais sincèrement, c'est vraiment un beau défi que vous êtes lancé. Ouais. Puis on souhaite la meilleure des chances. Ben, merci beaucoup. Si on a le temps, on viendra faire un petit tour voir ça. Merci beaucoup. Alors Samuel, on est justement dans la pause des Jeux forestiers, mais c'est quand même, vous allez voir à l'écran une démonstration qu'on a faite justement de votre Gondador. Vous avez travaillé fort sur le Gondador cette année, là. Oui, exact. On a réussi à trouver quelqu'un à Montréal qui aiguisait, spécialiste en aiguisage à Montréal, qui a été capable de nous aiguiser nos deux Gondador. Il était quelque peu magané avec les années. Ouais. Alors là, il les a remis à neuf, là, puis ça fait un très beau travail, comme vous allez pouvoir voir à l'écran. Oui, très dangereux. Alors, c'est qui les équipes qui participent aux Jeux? Parce que ça peut pas être vous autres, vous êtes dans l'organisation. Oui, bien, il y a des membres, il y a des étudiants de l'Université Laval, du monde à la maîtrise et au baccalauréat. Oui. Il y a aussi des techniciens, autant qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, de Bécomo. Les autres écoles, ils viennent aussi, là. Oui, exact. Il y a aussi le Cégep de Sainte-Foy, le Cégep de la Gaspésie, qui ont aussi des équipes présentes. On a vraiment du monde de partout, dans le fond, les 4 coins du Québec qui participent à nos Jeux. Est-ce que c'est des jeux avec des trophées ou c'est vraiment juste pour le social? En fait, il y a un aspect social, vraiment les activités pour le plaisir, mais il y a un trophée pour l'équipe gagnante. On l'a depuis, c'est la 3e année qu'on l'a, le trophée. Mais il y a aussi l'équipe gagnante part avec une scie mécanique de gracieuseté de Série Mobile Gilbert. Oui. Bien, juste en arrière, on a les prix qu'on donne aux gagnants et participants des Jeux forestiers. OK. Ils ne partent pas avec votre Gondador, là. Non, le Gondador, ça, là, c'est tellement dur à trouver qu'on les garde. Mais là, on a parlé du Gondador, mais il y a d'autres épreuves. Il y a la hache, il y a le ciotte, il y a un petit peu de tout. Oui, en effet, il y a la ciotte, le fendage, il y a aussi construction d'abris, identification des essences, dans le nom
français que latin. On est très spécifique à ce niveau-là. On a d'autres activités aussi, de plus survie, construction d'abris, en lien avec ça, puis on finit le tout avec ça se déroule toute la fin de semaine? Les Jeux forestiers se déroulent seulement le samedi. Ah, seulement le samedi? Seulement le samedi, mais toutes les autres activités qu'on a vues précédemment, mais c'est toute la fin de semaine. C'est déjà la fin de notre belle visite. Encore une fois, cette année, on a eu des belles surprises au Salon de la Forêt. C'est pour ça qu'on fait des intros, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire dans le salon. Oui. Hey Samuel, on a parlé de l'arche tantôt, ben c'est ça. Oui. Mais il faut parler d'autre chose qui est sur l'arche. À chaque année, vous avez un concours de photos qui est très, très, très populaire. Exactement, exactement. Tous les participants peuvent, tout le monde peut envoyer par courriel 3 photos qu'un panel de juges va déterminer des finalistes. Les finalistes sont tous exposés à l'arche pour que le public puisse voter sur la plus belle photo. Puis ainsi, on détermine une première place, une deuxième place, puis un prix du public pour gagner nos différents prix qu'on a. OK. Puis, dans le fond, les gens, bien c'est ça, on les envoie justement, les gens sont en train de regarder les photos. Donc, il y a un petit coupon à l'entrée, puis ils peuvent regarder ça. Exactement, exactement. Tout juste dans la boîte qui est ici présente, ils déposent le numéro de la photo qu'ils ont préféré et on va comptabiliser les votes à la fin du salon. J'imagine que les gagnants vont être mis à quelque part sur Internet. J'imagine qu'on va pouvoir voir les photos gagnantes. Étant donné qu'on n'a aucun droit sur les photos, on ne peut pas effectuer un affichage en ligne. Par contre, on contacte chaque gagnant pour leur donner les prix. Alors, je recommande fortement d'assister au salon pour pouvoir voir ces finalistes. Effectivement. Hey, Samuel, quand tu regardes ça, le salon, là, il est parti sur la route. Oui. Ça doit faire un petit quelque chose. Ah oui, c'est un bon sentiment de fierté et d'accomplissement que toute notre équipe a en ce moment. Justement, le salon roule, on a des participants, tous les efforts ont été faits et on fait que profiter du moment actuel. Toi, est-ce que tu étais dans le comité l'année passée? Comment ça fonctionne? Je suis à ma 4e année. Okay. Auparavant, j'ai été trésorier pendant 3 ans pour la Semaine des sciences forestières et cette année, j'ai pris le poste de président. Mais on a beaucoup de personnes qui commencent dès le début de leur bac, dans leur baccalauréat, dans le comité, à s'impliquer. Puis tout le monde adore leur expérience, alors ils restent avec les années et on a justement beaucoup de monde avec 2 ans, 3 ans et même 4 ans d'expérience dans le comité. Et on a aussi beaucoup de premières années qui vont aussi continuer tout au long de leur parcours à s'intégrer dans le processus. Puis si tu te fies sur les autres années, ça ressemble à quoi l'achalandage? Est-ce que vous faites des statistiques ou si non, vous laissez les gens circuler? Là? Oui, bien, on fait des statistiques à l'aide des sondages et on compte aussi à la porte. Et on a environ de 1000 à 2000 personnes qui viennent au salon à chaque année. C'est le fun aussi de voir l'infrastructure du pavillon des jardins. C'est quelque chose aussi ici, là. Exact, exact. Vraiment particulier, ouvert à tous en tout temps. À l'Université Laval, en plus, on a justement les parkings gratuits autant souterrains qu'extérieurs. Puis l'arrêt terminus de bus pour le transport en commun est juste en face du bâtiment. Alors, on recommande fortement le transport en commun pour venir à notre événement.
Fait que tous les moyens sont bons pour venir au Salon de la forêt. Bien, un gros merci Samuel pour cette belle visite. On a fait quand même une grande visite. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ce qu'on fasse une visite de rêve, mais c'est très gentil de nous avoir consacré ce temps-là. Ça fait plaisir. Puis, bonne fin de salon. Un gros merci. Merci. Puis, Bonne journée. bonne fin de salon. À la prochaine. Salut. Alors voilà, on termine notre série d'émissions sur la forêt de notre richesse, par bien sûr cette deuxième émission sur le Salon de la forêt. Mais juste avant de vous quitter, j'aimerais bien sûr vous dire que c'est la dernière émission de cette longue série d'émissions qu'on a fait sur l'industrie de la forêt qui s'appelle La forêt de notre richesse. Donc ce projet-là est parti il y a 4 ans avec les gens de l'Association forestière des Deux-Rives, avec entre autres Mme Julie Mollard qui est la directrice générale et aussi Marie-Pierre Croteau qui était une grande collaboratrice au niveau des communications et qui nous a aidés à trouver tous ces gens qu'on a rencontrés au fil des ans et qui nous a donné un support vraiment extraordinaire pour la réussite de cette émission. J'espère qu'au fil de ces 84 émissions, vous avez appris maintenant vers où se dirige l'industrie forestière. On se dirige, vous l'avez vu, vers la foresterie 4.0, vers le repérage des arbres par les airs et aussi par l'automatisation de plusieurs machines. On va même pouvoir, dans un avenir très rapproché, conduire les machines en forêt à partir d'un bureau de Montréal ou de Québec, peu importe. Alors, c'est vraiment très impressionnant tous les efforts qui sont faits pour intégrer la nouvelle technologie dans l'exploitation de la forêt. J'aimerais beaucoup aussi remercier le caméraman de la première heure, M. David Voyer, qui a travaillé vraiment fort pour le début de la série. Par la suite, bien sûr, il y a eu mon collègue Tony Vizina qui s'est joint à nous. Il y a eu Philippe Gignac aussi qui a tourné quelques émissions et aussi Aubert Tremblay qui a tourné les dernières, entre autres celle au Salon de la forêt qu'on a fait il y a quelques semaines. Alors, tout ce que je peux vous dire pour terminer, peut-être qu'un jour, on refera encore quelques émissions spéciales sur la forêt. Mais pour une série comme telle, comme on a fait là, ça va peut-être prendre quelques années avant qu'on retourne sur le terrain, aller faire des entrevues, puis aller se promener aux 4 coins de la région de Québec, parce qu'effectivement, on est allé très souvent à Québec, aller faire des visites, aller voir des chercheurs, aller voir des entreprises, aller voir des organismes qui se dédient corps et âme à l'essor de l'industrie forestière. Alors, j'espère que vous avez bien aimé le voyage et que je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir écouté, ce voyage. Et si vous voulez revoir toutes les émissions, ça sera disponible sur le site Internet, bien sûr, de CJSR, sous l'onglet « La forêt, notre richesse ». On va sûrement laisser ça quelques années, justement, pour que vous puissiez regarder la plupart des émissions qu'on a réalisées. Un gros merci de nous avoir suivis au fil de ces 4 années. Et bien sûr, on se revoit pour nous en septembre 2020 pour avoir bien sûr d'autres séries d'émissions. On va partir sûrement dans une autre aventure à la recherche de, bien sûr, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les autres industries qui sont à côté. Merci, à la prochaine! Notre forêt au Québec, on y tient. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre des gens pour voir s'ils connaissent vraiment leur forêt québécoise. Est-ce que tu penses qu'au Québec, il y a un problème de déforestation? Je suis pas un expert, mais j'ai l'impression qu'il coupe beaucoup plus qu'on replante. On a un problème de déforestation dans le monde entier, donc je pense que le Québec est aussi concerné. On récolte plus qu'on reboise, oui. On sait que les arbres, c'est les poumons de la Terre. On regarde ce qui se passe en Amazonie. On regarde ce qui se passe ailleurs aussi sur la planète. Moi, je pense qu'on a un sérieux problème, là. Aujourd'hui, la forêt québécoise va très bien. En fait, il n'y en a pas de déforestation au Québec. Déforestation, ça signifie qu'il n'y aura plus de forêt. Donc, c'est pas ça du tout qu'on fait. En foresterie, on s'assure que la forêt soit là pour longtemps, pour des générations futures. Après une récolte d'arbres, est-ce que tu penses que le reboisement est nécessaire?
Non, je crois que ça se fait pas mal naturellement. Ça peut se faire naturel, oui. Et je pense que ça peut être fait humain, puis je pense que ça peut être fait naturellement aussi. Il y a besoin d'une intervention humaine. En fait, le reboisement est nécessaire à peu près à 20 %. On va favoriser la régénération naturelle. Donc, peu importe le traitement qu'on va faire, on va faire en sorte que les petits arbres prennent leur place après les traitements. Si je te disais que 85 % de ce qu'on fait est certifié, donc qui répond à des critères, est-ce que tu me croirais? Bien, je serais surpris. Bien, moi, je le croirais pas. En fait, j'aimerais ça le voir. On est parmi les forêts les mieux certifiées au monde. On a un paquet de règlements au niveau de nos interventions qu'on doit respecter. On coupe annuellement moins de 1 % du territoire forestier. Les pratiques du secteur forestier en ont fait du chemin. Les innovations dans le domaine ont fait de cette ressource une ressource durable, renouvelable et éco-responsable. Et ce sont ces efforts qui nous offrent aujourd'hui une forêt de possibilités. Je suis Jonathan Leblond, je travaille à la Fédération des pourvoiries comme directeur foresterie, gestion intégrée des ressources et du territoire. L'aménagement forestier, c'est au-delà de la récolte de bois, c'est l'aménagement de l'ensemble du territoire, l'accessibilité au territoire, les paysages, les habitats fauniques. L'aménagement forestier influence l'ensemble de ces éléments-là. Écoutez, on fait une très grande différence au niveau de la façon dont les habitats fauniques, l'environnement est conservé sur le territoire, comment le territoire même se développe pour l'ensemble des utilisateurs et non seulement pour, par exemple, la récolte de bois. Donc, nos tâches sont vraiment d'aller influencer l'ensemble des interventions qui peuvent se passer pour qu'ils correspondent beaucoup plus aux aspirations de la société. Donc, on est toujours très fiers quand on fait une négociation, que ce soit avec le ministère ou avec l'industrie forestière, et qu'on réussit à protéger les territoires, qu'on réussit à faire modifier les travaux d'aménagement forestier ou même la localisation du réseau routier de façon à protéger des portions de territoire pour des fins d'activité de pourvoirie ou récréo-touristique. C'est toujours une assez grande fierté. Des fois, c'est des centaines de kilomètres carrés qu'on a permis de préserver. Dans d'autres cas, ça a été de développer des nouvelles façons de faire, des nouveaux traitements qui permettent de concilier les habitats fauniques avec la récolte de bois. Donc, c'est sûr, quand on arrive chez nous, on a toujours le sentiment là, du devoir accompli, d'avoir vraiment changé quelque chose sur l'avenir, sur la qualité du territoire. Mon horaire, je l'ai fait moi-même, donc je suis capable de l'adapter à mes besoins, à mes réalités, autant de père de famille que de passionné de la nature. Évidemment, on a à se déplacer des fois assez loin. Conditions salariales qui sont très avantageuses aussi. D'un côté, on regarde les chances d'emploi, on va avoir les meilleures conditions possibles. D'un autre côté, on a ce qui nous attire, nos passions. On va travailler toute notre vie dans le domaine pour lequel on étudie. Il faut vraiment écouter, je dirais, ça a l'air cliché, mais écouter son cœur, aller vraiment vers ce qu'on aime. Et peu importe les perspectives, peu importe ce qui s'en vient, quand on aime vraiment ce qu'on fait, on trouve notre place puis on réussit à s'accomplir là-dedans.